Bonsoir et bienvenue à cette info de ce dimanche 17 mars 2019, l'édition qui revient sur les temps forts de l'actualité de la semaine. Maintenant, retour sur l'actu. Voilà, ce soir, nous allons parler d'économie, notamment de cette circulaire attribuée au SINAFI, qui n'a pas non plus démenti, et qui appelle tous les agents des finances à arrêter de travailler. Est-ce que cet appel a été suivi? Est-ce qu'il a un impact sur le travail au niveau du ministère de l'économie et des finances? Les agents des finances sont-ils en train de prendre en otage l'économie et l'État burkinabé? Quelle est la situation réelle sur le terrain? Nous en parlons ce soir avec notre consultant fiscaliste et puis nous parlerons aussi de culture, notamment de ce livre, L'aube du sort sacré de Paul Sandow. Certainement que le nom de l'auteur vous dira quelque chose. Il a été directeur général de la police nationale pendant plusieurs années, mais on ne parlera pas de police, il parlera plutôt de son enfance et de son adolescence. Un parcours atypique marqué par beaucoup de douleurs aussi, beaucoup de leçons de vie. Paul Sandow sera sur ce plateau avec lui. Nous discuterons de son livre. Mais avant, tout de suite, place à notre premier invité. Ali Sanou est le secrétaire général du MBDHP, le mouvement burkinabé des droits de l'homme et des peuples. Ali Sanou, bonsoir. Bonsoir, monsieur Dapa. Alors, avec vous, nous allons parler de l'actualité qui défraie la chronique depuis plusieurs jours. Le rapport de 17 pages du MBDHP, un rapport sur les événements d'Équin, très accablant pour les forces de défense et de sécurité. Vous dites dans ce rapport que les FDS se sont rendus coupables d'exécutions sommaires. 60 personnes auraient été ainsi tuées. Nous regardons le résumé de ce rapport et nous revenons pour discuter. Abdourazak Traoré. Que s'est-il passé à Keinouro et environnant le 4 février 2019 ? Voilà comment s'intitule le rapport de mission de 17 pages du mouvement burkinabé des droits de l'homme et des peuples réalisé en 40 jours environ. Que dit concrètement le rapport? À l'intérieur, le récit est sans embâge. Il y a eu 60 exécutions sommaires, des informations obtenues auprès de 65 personnes reçues en entretien, des personnes qui font des témoignages accablants contre les forces de défense et de sécurité, des témoignages du genre. Je dormais dans ma maison quand, aux environs de 4 heures, une de mes femmes est venue en courant. Elle m'a réveillé et m'a demandé de me cacher car il y a des personnes armées qui sont entrées dans le village. Je me suis alors enfui dans la brousse. De là-bas, j'entendais des tirs. De retour, après que la situation se soit calmée, je découvre que 8 membres de ma famille ont été tués. Ils ont été tous tués à l'intérieur des maisons. Le rapport révèle également des cas de violation de l'intégrité physique des personnes. À Sounama, par exemple, des témoins ont fait cas d'une vieille dame de 72 ans bastonnée. Les militaires l'ont sommé d'indiquer la cachette de son époux. Celle-ci n'a dû son salut qu'au fait de conduire ses agresseurs sur la tombe de son défunt mari. Elle s'en sort malgré tout avec un bras fracturé. La mission du MBDHP l'a rencontrée dans un centre de santé. Outre des cas de violation physique, des biens ont également été détruits par les FDS selon le rapport. À Sounam, les exécuteurs ont incendié 3 motos, emporté des téléphones, une moto et pillé une boutique. Plusieurs enquêtés affirment avoir perdu leur bétail. L'ampleur des événements a provoqué des déplacements massifs, regrette le MBDHP. Mais ce qui choque le mouvement, c'est le fait que ces populations n'ont pas bénéficié d'assistance de la part des autorités. Par ailleurs, ce qui forge le MBDHP dans ses positions, c'est cette sorte d'inconformité constatée entre les communiqués officiels et la réalité voulue par le ministère de la Défense, qui affirme que c'est la présence d'éléments terroristes dans la zone qui justifie l'intervention des FDS. Pourtant, le communiqué de l'état-major général des armées indique plutôt une opération de ratissage. Des zones d'ombre selon Chrysogono Zugmori. Deuxième élément, on nous dit que les 146 victimes ont été neutralisées à la suite de combats. Ça, c'est intéressant. Nous avons dit, mais tiens, il faut aller peut-être voir les champs de combat. Et curieusement, vous avez les douilles de balles à côté, que nous avons pu ramasser avec une aisance extraordinaire. Et ces douilles de balles, ça c'est une partie.
nous les avons ramassés à proximité immédiate des concessions des victimes qui ont été neutralisées, à proximité immédiate de ces concessions-là, et en très très grande quantité. Est-ce que le champ de bataille s'est situé aux abords des concessions, ou bien est-ce que c'était dans la brousse, etc., etc. Selon l'Organisation de la défense des droits humains, ces informations mettent gravement en cause l'action des FDS. La situation profiterait aux terroristes qui n'hésitent plus à se présenter comme défenseurs des populations. Voilà pourquoi dans son rapport, elle appelle les plus hautes autorités à prendre des mesures pour un retour de la confiance entre agents des armées et population pour une lutte efficace contre les forces du mal. Des autorités judiciaires, le MBDHP attend des investigations sérieuses pour qu'en fin de compte, les auteurs, les commanditaires et les exécuteurs soient punis à la hauteur de leur forfait. Voilà, je vous le disais, c'est un rapport particulièrement accablant pour les forces de défense et de sécurité. Ali Sanou, 60 personnes d'après ce rapport ont été tuées à bout portant, abattues dans leurs concessions ou en dehors de leurs concessions par des forces de défense et de sécurité. Est-ce que vous mesurez la gravité des charges que vous faites peser sur nos forces de défense et de sécurité? Ok, merci Monsieur Daba. Je dirais justement que quand on constate la gravité des accusations, on doit se dire qu'un mouvement comme le MBDHP, qui a 30 années d'existence et d'action au Burkina Faso, ne saurait de façon légère accuser les forces des armées nationales d'avoir commis de telles atrocités. C'est parce que nous nous sommes déplacés sur les lieux, nous avons fait des constatations, nous avons discuté avec 65 personnes, nous avons discuté avec le ministère de la Défense nationale et des anciens combattants, nous avons confronté et recoupé diverses sources d'informations qui vont des témoins directs à des victimes également, qui nous amènent à tirer cette conclusion. Et je voudrais également vous dire que pour nous, le sujet, il doit se traiter de façon dépassionnée. Parce que nous constatons qu'au sein de l'opinion, les populations sont animées par une peur légitime du terrorisme, vu la barbarie et les affres de ce fléau. Mais en même temps, cette peur-là ne doit pas guider notre compréhension et notre analyse des événements qui se sont produits à Caen et environnant. Parce qu'au cours de notre mission d'enquête, nous nous sommes rendus compte qu'il y a des familles où on accuse des éléments des forces de défense et de sécurité d'avoir tué le père, l'enfant, le petit-fils. 3 membres de la famille. Toute une génération. Toute une génération. Il y a des familles où on nous dit 5 membres de la famille, des frères, des neveux, des cousins, ont été sortis de leur maison alors qu'ils dormaient, froidement abattus. Il y a une famille où on n'a pas retrouvé le chef de famille. Il y avait 8 femmes dans la maison. On ne les a pas fait sortir, on les a éliminées dans 2 chambres différentes. Des femmes? Des femmes, 8 femmes. Qui ont été tuées? Qui ont été tuées dans 2 chambres différentes. Et tout ça, après les événements, les populations sur place, dans certains cas, au lieu d'inhumer le corps, ont préféré appeler par exemple le poste de gendarmerie de Thiou pour qu'ils viennent faire des constatations. Les gendarmes ne sont pas venus pour constater et ils sont allés tous enterrer leurs proches. Il n'y a pas eu de constat? Il n'y a pas eu de constat malgré l'appel des populations pour faire des constats. Et dans l'une des localités, justement, des témoins nous ont dit qu'après les événements de la nuit, ils ont vu un convoi militaire burkinabé qui se dirigeait vers la frontière malienne. Ils les ont interceptés, ils ont fait cas du fait qu'ils ont subi dans la nuit des attaques. Et les militaires leur auraient simplement dit, bon, écoutez, nous ferons signe à nos collègues pour qu'ils viennent, mais n'ont pas osé accepter de faire le détour, aller voir le constat. Donc ce sont des événements assez graves. Voilà. Personne ne nie qu'il y a eu des morts. Vous avez décrit tout à l'heure dans les conditions dans lesquelles ces personnes ont été tuées. Aujourd'hui, vous savez que votre rapport est issu des critiques véhémentes et ce qu'on remet en cause, c'est la qualité de votre enquête. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes en mesure de nous dire que votre enquête a respecté les règles scientifiques ou rigoureuses dans ce cas d'espèce, en dehors des témoignages qui ont été recoupés? Oui, nous avons vu comme vous le communiqué du gouvernement
où ils disent qu'ils remettent en cause la méthodologie qui a été utilisée, mais sans nous dire de façon concrète ce qu'ils reprochent à la méthodologie que le MBDHP a utilisée. Mais vous, le MBDHP, est-ce que vous estimez que vous avez respecté les règles rigoureuses et scientifiques qu'on utilise dans ce cas d'espèce d'enquête? Oui, parce que c'est des choses graves quand même. Oui, les organisations des droits humains ont une méthodologie de travail. Depuis 30 années que nous existons, c'est cette méthodologie de travail que nous, MBDHP, nous utilisons, que nous avons suffisamment éprouvée et qui a contribué à donner au mouvement la crédibilité dont il jouit aujourd'hui. Et nous disons la meilleure manière de contester les résultats de notre enquête, justement, c'est qu'il y ait une enquête impartiale qui soit faite. Parce que, et là je reviens au communiqué du gouvernement qui a estimé que notre pays est membre du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. Et nous avons dit c'est vrai, au sein de ce Conseil des droits de l'homme dont nous sommes membres également, il y a des rapporteurs spéciaux qui travaillent sur ce genre d'événements et qui peuvent venir si le gouvernement burkinabé les invitait. Alors, revenons un peu sur votre méthodologie. Quand le MBDHP arrive dans un village où il y a eu ces exactions présumées, comment est-ce que vous procédez, quels sont vos premiers gestes, qu'est-ce que vous faites d'abord, qui est-ce que vous interrogez, qui vous allez voir, qu'est-ce que vous constatez, comment vous procédez? Avant d'arriver au village, nous nous arrangeons d'abord pour identifier des victimes, les parents de victimes, et nous nous arrangeons pour avoir avec eux des entretiens qui ne sont pas toujours ouverts, parce qu'avec la présence de personnes, ces témoins-là pourraient être influencés par la peur. Nous les rassurons également sur le fait que dans notre méthodologie de travail, leurs identités ne seront pas dévoilées. Par exemple, quand vous prenez le rapport, vous ne verrez nulle part le nom d'un témoin qui est cité. Nous les rassurons sur ce fait. Ensuite, nous trouvons le cas si elles peuvent mieux s'exprimer dans leur localité. Eh bien, nous les écoutons dans leur localité. Dans le cas contraire, il y a des gens que nous avons écoutés à Waïguya. Il y en a également que nous avons écoutés à Ouagadougou, en créant naturellement les conditions de confiance qui leur permettent de nous parler. Et cette méthodologie d'entretien avec déjà des témoins directs est confrontée avec d'autres entretiens que nous avons avec des personnes qui ont été des témoins indirects, qui n'ont pas été forcément des victimes directes de la situation. Et nous avons clos notre enquête en rencontrant le ministère de la Défense nationale et en observant que sur les éléments que nous avons recueillis sur le terrain et que nous lui avons présentés et pour lesquels nous avons voulu des éclaircissements, le ministère n'a pas été capable d'en donner. Quels sont ces éléments? Je vous prends un exemple. Nous avons constaté que déjà dans le communiqué de l'état-major, il n'est pas dit de façon explicite les conditions dans lesquelles les 146 présumés terroristes ont été abattus. Que ça relève du secret défense. Oui, et sur notre terrain, sur le terrain, nous avons constaté qu'en fait, il n'y a pas eu de combat. Les personnes que nous avons rencontrées, les 65 personnes que nous avons rencontrées, nous ont dit, dans la plupart des cas, c'est des gens qui dormaient chez eux à la maison la nuit. Les militaires sont venus, ils les ont fait sortir purement et simplement. Ils les ont alignés sur la place du village, ils les ont exécutés et ils ont continué. Et pour des hommes, je vais terminer s'il vous plaît, pour des hommes, les hommes adultes, nous avons donc demandé au ministère, est-ce qu'il y a eu des combats? S'il y a eu des combats, est-ce que vous pouvez nous dire les localités dans lesquelles il y a eu ces combats? Ils nous ont dit, bon, nous n'avons pas de détails. Point. Ça nous a surpris parce que s'il y a eu des combats, ça ne relève pas du secret défense, du secret militaire que du MBDHP. Effectivement, nous sommes intervenus dans tel endroit, il y a eu des combats entre nos troupes et les terroristes, nous avons pris le dessus. Le MBDHP tirerait le chapeau dans ce cas. Parce que notre souhait est qu'à chaque fois qu'il doit y avoir de combat entre les éléments des forces armées et les groupes terroristes, ce soit les éléments des forces armées qui prennent le dessus. Donc nous avons constaté qu'il n'y a pas eu de combat. Mieux, les zones où on nous a dit qu'il y a eu des exécutions, nous avons visité des zones, nous avons vu des douilles, nous avons vu du sang séché et tout portait à croire que c'est des zones où il y a effectivement des exécutions de personnes. La question, quand on vous écoute, on remarque que l'essentiel de votre enquête est fondé, est basé sur les témoignages des victimes proches ou des victimes lointaines. Et le reproche qu'on fait, c'est est-ce que des gens qui ont perdu leurs parents peuvent avoir un témoignage objectif? Est-ce que ce n'est pas un témoignage guidé? C'est cela un peu le reproche qu'on fait à votre enquête.
Il y a deux faits. Déjà, nous avons en termes de personnes rencontrées, 65 témoins que nous avons rencontrés, qui ont suivi directement les événements et qui nous ont expliqué un mode opératoire. Nous avons rencontré le ministère de la Défense nationale qui n'a pas été capable de contester ce mode opératoire, à savoir que c'est des personnes qui dormaient chez elles qui ont été enlevées et qui ont été tuées. Le ministère de la Défense ne vous a pas dit le contraire? Ils n'ont pas été, je vous le dis, ils n'ont pas été capables de nous dire ce n'est pas comme ça que les choses se sont passées. Pour vous, le témoignage des victimes est une vérité indubitable? Pour nous, ce témoignage-là peut être confronté justement à la version du ministère et aux éléments à la disposition du ministère. Mais la version du ministère, vous ne l'avez pas eue? Nous avons rencontré le ministère, nous avons dit, écoutez, sur le terrain, on nous a dit qu'il n'y a pas eu de combat. Est-ce que vous pouvez nous dire qu'il y a eu des combats et nous dire, est-ce que les endroits où il y a eu ces combats, ceux que nous avons rencontrés nous ont dit, nous n'avons pas des détails. Alors l'autre question qu'on se pose, c'est peut-être qu'il n'y a pas eu de combat, mais est-ce que les personnes qui ont été tuées sont des personnes innocentes? Est-ce que ce ne sont pas des personnes qui sont mêlées de près ou de loin à des activités terroristes? C'est la question que certaines personnes se posent aussi. Et justement, c'est là où le MBDHP dit la question elle est toute simple. Lorsque vous prenez quelqu'un qui dort chez lui, les règles de l'état de droit sont simples. Une personne qui est arrêtée, qui dormait, qui n'est pas armée, lorsque vous l'appréhendez, vous la transmettez à la justice pour qu'elle fasse son boulot. Regardez tout le débat aujourd'hui sur est-ce que ce sont des terroristes ou pas. Il suffisait de les transmettre à la justice, que la justice fasse son travail et qu'on aurait su à la fin si ces personnes sont des terroristes ou pas. Et c'est parce qu'elles n'ont pas été transmises à la justice pour que la justice fasse son travail qu'aujourd'hui on parle d'exécution sommaire. Et vous voyez là où c'est dangereux. Vous comme moi, nous pouvons être... Peut-être l'autre problème aujourd'hui, c'est qu'au niveau de notre législation, parce que le terrorisme était un phénomène nouveau au Burkina Faso, peut-être qu'on n'a pas une législation encore adaptée à cela. Oui. Monsieur Dawa, notre législation interdit de façon stricte les exécutions sommaires. Et c'est dangereux parce que vous imaginez... Nous allons revenir, mais on parlait des témoignages des proches, des victimes. Nous allons écouter le témoignage d'une proche et des victimes et nous allons revenir pour en discuter. Je dormais dans ma maison quand, aux environs de 4 heures, une de mes femmes est venue en courant. Elle m'a réveillé et m'a demandé de me cacher car il y a des personnes armées qui sont entrées dans le village. Je me suis alors enfui dans la brousse. De là-bas, j'entendais des tirs. De retour, après que la situation se soit calmée, je découvre que 8 membres de ma famille ont été tués. Ils ont été tous tués à l'intérieur des maisons. Alors, Alissa, nous, quand on écoute ce témoignage, c'est vrai, on n'est pas dans un tribunal ici, mais on peut poser des questions quand même logiques. Cette dame, elle dit que le monsieur dit que sa femme le réveille et que sa femme lui dit de fuir parce qu'il y a des hommes dans le village qui sont venus et qui sont en train de tuer. Pourquoi c'est le mari seul qui doit fuir quand, dans un village, de manière logique, des personnes en âme entrent dans un village pour tuer, c'est monsieur, madame, c'est toute la famille qui essaie de se mettre à l'abri. Pourquoi est-ce qu'elle dit à son mari de fuir parce que des hommes seraient venus tuer? Est-ce que son mari se reprocherait quelque chose? Voici un peu une partie de ce témoignage. Dans ce témoignage, de façon très claire, ce qui ne ressort pas et qui n'est pas à votre connaissance, c'est que son mari est le chef du village. Donc, on a informé le chef du village qu'il y a des tirs et il faut vous enfuir. Donc, la situation sociale du monsieur pourrait expliquer pourquoi est-ce que, dans son cas, sa femme est venue le réveiller et lui a demandé de s'enfuir. Et dans ce témoignage également concernant ce monsieur, il y a 8 femmes qui ont été abattues dans les maisons. Et quand il s'est enfui, il est revenu, il a trouvé qu'il y avait 6 femmes abattues dans une chambre, 2 autres femmes abattues dans une autre chambre. Donc, c'est peut-être parce que c'est le chef du village qu'on l'a réveillé en lui disant « Chef, fuyez parce qu'il y a des tirs ». Ceci peut expliquer cela. Mais je fais également... Il n'aimait pas sa famille en sécurité d'abord, à l'abri d'abord. Maintenant, sa réaction. Il s'est comporté ou pas en bon père de famille, ce n'est pas ça la question. Est-ce qu'il aurait dû mettre sa famille en sécurité avant de s'enfuir? Ce n'est pas ça la question pour nous. Est-ce qu'il se sentait visé parce qu'il se reprocherait quelque chose? Ce n'est toujours pas la question pour nous parce que ce monsieur, il est vivant.
non seulement il est vivant, mais il se trouve dans un camp où on peut l'identifier. Si effectivement, et là vous m'étendez une belle pêche, si ce monsieur était effectivement un terroriste, et pourquoi est-ce qu'il vit paisiblement? Pourquoi est-ce que les éléments des forces de défense et de sécurité qui ont ciblé son domicile, par la suite ne l'ont pas poursuivi et rattrapé? Alors, et il n'est pas le seul dans ce cas. Il y a des personnes qui ont été blessées, laissées pour mortes, mais aujourd'hui qui sont dans des centres de santé, qui se sont soignés et qui ont rejoint leur domicile. Nous disons, mais si c'est effectivement des terroristes contre qui on a des éléments de preuve, lorsqu'on les blesse et que finalement ils se retrouvent dans un centre de santé, on les identifie. Après les soins, on ne les laisse pas rentrer logiquement chez eux pour poursuivre leurs œuvres terroristes. Alors, l'autre question qu'on se pose, c'est quel est l'objectif de ce rapport? On remarque que ce rapport tombe au moment où nos forces de défense et de sécurité sont dans une bonne période, c'est-à-dire qu'ils engrangent des succès, et ce qui fait beaucoup de bien au moral des troupes. Et c'est en ce moment-là que ce rapport tombe, ce qui a fait dire à une bonne partie de l'opinion que vous n'êtes pas du tout patriotique. Chacun apprécie ce qu'il appelle acte patriotique, parce que pour nous, c'est un acte hautement patriotique que nous avons posé. Je vais vous dire pourquoi. Vous dites que nos forces de défense et de sécurité remportent des batailles, ce que nous souhaitons tous. Mais nous, au MBDHP, ce que nous ne souhaitons pas, c'est que ce soit des batailles qui se fassent sur le dos des personnes innocentes. Qu'on annonce des chiffres où on nous dit 146 terroristes ont été abattus. Et qu'en investiguant, on se rend compte qu'il y a 60 personnes qui apparemment n'ont rien à voir avec le terroriste. Apparemment? Oui, apparemment, parce que les investigations que nous attendons impatiemment au niveau des forces de défense et de sécurité, parce que ce qu'on ne dit pas, c'est que la justice a dit qu'ils sont en train de mener une enquête et qu'on aura les résultats bientôt. Je vous explique un peu rapidement la chronologie des faits. Les événements ont eu lieu, très rapidement. Les événements ont eu lieu le 4 février. Le 13 février, le MBDHP a écrit au ministère de la Défense nationale pour dire nous souhaitons vous rencontrer sur ces entrefaits-là pour comprendre. La correspondance a été transmise au ministère le 14 février. Dès le 15 février, le ministre de la Défense nationale a écrit justement au directeur de la justice militaire pour lui demander d'ouvrir une enquête. Nous sommes donc fondés à nous demander est-ce que si nous n'avions pas fait cette démarche en amont, il y aurait eu une enquête aujourd'hui qui soit ouverte. Et nous déjà nous nous réjouissons du fait que notre action a pu contribuer à l'ouverture d'une enquête. Alors les questions que je vous ai posées, on en a posé à M. Zougmoré du MBDHP au cours de sa conférence de presse. Nous allons l'écouter, ce sont des questions directes. Mais le MBDHP est resté aussi droit dans ses bottes. Nous regardons cet élément de Abdourazak Traoré et nous revenons pour terminer notre entretien. Okay. Depuis l'annonce de la conférence de presse du mouvement burkinabé des droits de l'homme et des peuples, une partie de l'opinion s'est indignée, notamment sur la toile. Pourquoi, si les FDS sont tués, vous ne branchez pas, mais si des présumés terroristes sont abattus, vous sortez du bois? À cette question, les responsables du MBDHP ont tranché dans le vif. C'est lorsqu'on tue les terroristes ou les présumés terroristes que vous vous levez. Nous avons toujours défendu les FDS. Nos encouragements ainsi que nos vœux de succès ont toujours accompagné les FDS. Et nous sommes la seule organisation, sinon l'une des seules organisations, qui de façon régulière, depuis au moins 10 ans, a régulièrement pris position en faveur des FDS lorsqu'ils sont attaqués, lorsqu'ils sont tués. Chrysogoone Zougmoré en veut pour preuve les nombreuses déclarations produites à cet effet depuis des années. Ce que les gens disent du MBDHP par rapport à leur position vis-à-vis des FCS, totalement infondé. Nous avons même pris soin de produire un communiqué datant de 2004. Communiqué datant de 2004, intitulé « Déclaration du MBDHP sur les meurtres commis le 18 février 2004 sur des policiers et un civil à Koubela ». Ça date de 2004. Ne venez pas nous dire que quand il s'agit des FDS, le MBDHP est muet. C'est faux. Mieux, au cours de la tenue de notre 7e congrès, au mois de septembre 2018, nous avons pris une motion de condamnation des attaques terroristes répétées dans notre pays.
Pourquoi dénoncer une riposte de l'armée qui a permis d'observer une période d'accalmie en matière d'attaque terroriste? À cette question, le président de l'ONG des droits de l'homme joue la carte du relativisme. Je rappelle que tout à l'heure, nous avons observé 1 minute de silence pour un qui vient d'être tué rien que hier. Donc je pense que c'est une accalmie relative. On ne peut pas lier cela forcément à ce qui se serait passé à Caen et environnant la nuit du 3 au 4 février 2019. Ce qu'il faut souhaiter, et nous le souhaitons tous, c'est que, au-delà même de l'accalmie relative que nous vivons actuellement, ce phénomène-là puisse être définitivement éradiqué. Dans son rapport qui accable le FDS, le MBDHP s'est surtout basé sur des témoignages des victimes. Mais pourquoi l'armée n'a pas été associée aux enquêtes, s'interroge la presse. Réaction du mouvement. Je crois que nous avons répondu à cette question. Nous avons rencontré le ministre de la Défense, le ministère de la Défense plutôt, à travers 2 officiers de l'armée avec lesquels nous avons échangé. Et je dois vous dire pour la petite anecdote que ce jour-là, bon, ils étaient un peu décontenancés, un peu gênés. Ils nous ont dit la question des droits humains au sein de l'armée est une question importante, fondamentale. Ils nous ont même dit ce jour qu'ils ont des modules de formation de leurs hommes sur les droits humains. Ça veut dire qu'eux-mêmes, ils sont d'accord que les exécutions sommaires extrajudiciaires sont prohibées. C'est ce qu'ils nous ont dit. Des enquêtes administratives du ministère de la Défense et même du procureur du Faso sont en cours, nous apprend les animateurs de la conférence de presse qui disent également attendre la fin des enquêtes de l'ONG Human Rights Watch. Voilà, on revient avec notre invité Ali Sanou. Vous êtes secrétaire général du MBDHP, le mouvement des droits de l'homme et des peuples. On vient d'entendre votre conférence de presse tout à l'heure. Et dans les derniers développements sur cette actualité, vous demandez que les Nations Unies puissent venir mener une enquête. Oui, parce que... Est-ce que vous pensez qu'une enquête des Nations Unies est gage de vérité? Déjà, il faut dire... Je vous laisse répondre tout à l'heure. On a déjà vu les Nations Unies, l'ONU, mener des enquêtes dans plusieurs pays, en Syrie, mais ça n'a pas toujours été l'objectivité. Oui, ce ne sont pas les procédures spéciales du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies qui ont mené ces investigations. Il faut dire que notre pays, le Burkina Faso, justement, est membre du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. Et dans la réaction du gouvernement, ils ont dit « nous sommes soucieux des droits humains parce que nous sommes membres du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies ». Et le MBDHP dit « ça tombe bien, comme nous sommes membres du Conseil des droits de l'homme, un organe dont nous sommes membres qui dispose de procédures spéciales, eh bien c'est simple. Parmi les rapporteurs spéciaux, il y a un de ces rapporteurs qui travaille justement sur les exécutions sommaires extrajudiciaires et arbitraires. En tant que membre du Conseil, inviter cette personne extérieure là pour qu'elle vienne visiter le Burkina Faso et qu'elle donne son avis. Et nous pensons que ça va nous permettre en même temps de tourner définitivement cette page-là. Parce que c'est trop facile de dire que la justice fait des investigations, alors que dans des dossiers au Burkina Faso, ça fait 30 ans que la justice fait des investigations. Dans l'affaire d'Abou Boukari, l'affaire Thomas Sankara, l'affaire Norbert Zongo. La justice a peut-être son temps et sa manière d'avancer. Dernière question. Je n'ose pas croire que vous légitimez une procédure judiciaire qui dure 30 ans. Donc pas que je légitime parce que... Parce que ça ne peut pas se légitimer. Il y a eu des procès à travers le monde qui ont duré plus de 30 ans et après la vérité a éclaté. Les exemples sont légion. De procès de 30 ans, peut-être je suis preneur si vous m'en citez. Oui, bon, je ne pourrais pas vous en citer, mais il en existe. Mais bon, on refera le débat à une autre occasion. Okay. Mais il y a des procès qui ont effectivement mis beaucoup d'années avant qu'on ne trouve la solution et le coupable. Parce que c'est vrai qu'on veut toujours que la justice soit bien dite et parfois on veut qu'elle soit vite dite. Il faut à un moment donné faire un choix, peut-être attendre le temps de la justice et attendre que la vérité soit dite. Mais peut-être, la dernière question, c'est est-ce que vous comprenez un peu la situation de certaines populations, d'une bonne partie de la population qui ne comprend pas votre position? C'est vrai que ça fait 30 ans que le MBDHP lutte contre toutes les formes d'exaction, mais ce qu'ils ne comprennent pas peut-être, c'est que nous sommes dans une situation particulière. Comment est-ce que nos forces de défense et de sécurité
peuvent lutter avec des personnes qui ne respectent rien, qui ne respectent pas la vie humaine, qui tuent de manière désinvolte, et que vous voulez que les forces de défense et de sécurité luttent contre ces forces ténébreuses-là en respectant les règles. Parfois, les populations ne comprennent pas votre exigence. Oui, déjà dans un premier temps, lorsqu'il y a eu Rayongo, l'assaut de la gendarmerie nationale sur les terroristes à Rayongo, notre mouvement a fait un communiqué pour féliciter les forces de défense et de sécurité. Lorsqu'il y a eu Cappuccino, nous avons fait un communiqué pour féliciter les forces de défense et de sécurité. Donc, comment se fait-il qu'une organisation qui a l'habitude de les féliciter, pour une fois, ne le fait pas? Simplement parce que sur le terrain, ce que nous avons constaté, c'est qu'en fait, c'est des personnes qui dormaient chez elles, qui ont été enlevées, conduits sur la place du village, exécutés purement et simplement. Et les proches de ces personnes, permettez que je termine s'il vous plaît. Pour vous, peu importe que ces personnes soient liées à des activités terroristes ou pas, c'est le mécanisme, le processus qui a été utilisé, le principe qui a été utilisé que vous n'acceptez pas. Qui n'est pas bon et qui est dangereux pour deux raisons. La première, c'est que ça ne vous met pas, vous ni moi, à l'abri d'exactions, parce qu'on peut nous accuser de terrorisme, nous enlever, nous tuer. Et tant que ça ne nous arrive pas à nous ou à l'un de nos proches, on ne perçoit pas le danger. Et la deuxième raison pour laquelle ce n'est pas bon, c'est parce que vous voyez aujourd'hui, ça donne l'impression à beaucoup de nos compatriotes qui sont d'une communauté bien précise qu'ils sont stigmatisés et pris à partie. Nous disons pour éviter que ce sentiment de stigmatisation ne prenne le dessus, si on arrête des gens, on les mobilise, on les immobilise, on les remet à la justice pour qu'elle fasse son boulot. On va revenir dans, on finit, mais on revient dans le débat. Je ne sais pas, mais peut-être que, certainement d'ailleurs, que les forces de défense et de sécurité, en allant dans ces concessions, n'ont pas demandé, vous allez telle ethnie. Donc, il ne faut pas manipuler aussi la fibre communautaire, ce qui pourrait être plus dangereux et créer des dégâts encore plus grands. Nous avons fini, on va parler de ça une autre fois. Okay. Merci d'être venu. On attend donc les résultats de l'enquête du tribunal militaire, de l'état-major. Et puis aussi, éventuellement, peut-être, on verra si le gouvernement va demander aux Nations Unies de venir pour enquêter. Mais nous finissons ce soir. Et certainement que merci d'être venu. Certainement que le débat va continuer sur les réseaux sociaux. C'est l'actualité qui fait couler beaucoup d'encre et de salive sur les réseaux sociaux. Internet qui est devenu depuis plusieurs années maintenant un véritable centre commercial virtuel. Vous l'avez compris, nous avons changé de sujet. Nous allons parler d'économie numérique. Vous savez qu'au Burkina Faso, les ventes en ligne commencent à avoir le vent en poupe, ce qui devrait être une bonne nouvelle pour l'économie. Mais seul bémol, il se trouve qu'on n'arrive pas à faire payer les impôts à ces entreprises virtuelles. C'était le sujet de la chronique éco de notre semaine en passé. Elle est signée Rémi Lambert-Nébier. Vendre, acheter ou faire de la publicité, tout est devenu possible avec Internet qui, au-delà de son rôle de moyen de communication, est devenu une interface de développement de nouvelles formes d'économie et de nouveaux types d'entreprises. La boutique au bord de la rue peut devenir virtuelle, mais avec la même rentabilité, sinon bien plus, puisque contrairement à l'une, l'autre échappe au fisc. Alors, il faut dire que l'économie numérique, comme son nom l'indique, c'est de l'économie dématérialisée. Si aujourd'hui je m'assois dans mon bureau, j'achète un logiciel à partir de l'Europe, il suffit qu'on me donne un code, je fais le paiement en ligne, on me donne un code et j'ai accès à mon logiciel. Donc, du coup, j'ai pu acheter un bien qui a échappé, par exemple, au service des douanes. Donc, la douane ne peut pas collecter les droits de douane, encore moins la TVA donc, à l'importation. Donc, ce sont des opérations comme ça, du fait de leur caractère immatériel, qui échappent à l'imposition. Cette nouvelle forme d'économie est encore embryonnaire au Burkina Faso, mais a un bel avenir au regard de son développement. Ce qui fait penser à certains experts des questions fiscales qu'il faut d'ores et déjà penser à des mécanismes d'imposition. Pourquoi? Parce que l'économie numérique est en train de remplacer ce qu'on appelle l'économie traditionnelle. C'est-à-dire qu'on est en train d'aller progressivement au stade où pour acheter un bien, on n'a plus besoin d'aller dans une boutique où quelqu'un est installé pour acheter. On peut commander en ligne, payer en ligne et on fait la livraison. Donc si on ne l'impose pas, du coup, ce qu'on imposait dans l'économie traditionnelle, on ne pourra pas imposer parce que ça va disparaître. Donc tout va se numériser. Et si on n'impose pas, donc finalement, on n'aura pas d'impôt à collecter sur les affaires qui sont réalisées.
Mais la question aujourd'hui, c'est comment y arriver, quand on sait que plusieurs pays développés n'ont toujours pas réussi à imposer des taxes à ces formes d'entreprises. Aboubakar Nakanabo, auteur d'une thèse de doctorat sur la question, propose ici quelques pistes. Alors, les réflexions en cours, c'est aujourd'hui essayer de revoir totalement la définition de l'établissement stable, parce qu'on définit un établissement stable comme étant une installation fixe d'affaires où une entreprise réalise son activité. Et aujourd'hui, les entreprises peuvent réaliser des activités sans avoir un établissement fixe, sans avoir une installation fixe. Donc, il faut déjà revoir la définition de l'établissement stable pour pouvoir prendre en compte donc l'économie numérique. Mais ça, c'est une solution à long terme qui nécessite un consensus mondial qui n'est pas facile à trouver parce que les pays n'ont pas aussi les mêmes intérêts sur la question. Donc, la solution qui peut être une solution à court terme, c'est de faire en sorte qu'aujourd'hui, quand une activité numérique est réalisée dans un pays, qu'on puisse prendre un impôt sous forme de retenue à la source. Cela n'implique cependant pas la création de nouveaux impôts, selon Aboubakar Nakanabo. En France, par exemple, il y a la taxe à 3% qui a été donc votée et entrée en vigueur en janvier 2019 là, pour prendre en compte donc toute cette économie numérique qui n'est pas fiscalisée. Mais dans notre contexte, je pense que l'idéal serait beaucoup plus d'arriver à capter la valeur créée par cette économie et de l'imposer par les impôts qui existent déjà, plutôt que de créer donc de nouveaux impôts qui seront peut-être difficiles à gérer. Des espaces économiques comme l'Union européenne évaluent entre 2013 et 2015 leur perte en recettes fiscales dues à la non-imposition des entreprises numériques sur Google et Facebook à 5,4 milliards d'euros. Elle est donc en train de bousculer les géants du numérique pour élargir l'assiette fiscale de ses pays membres. Les pertes sont beaucoup moindres pour un espace économique comme la CEDEAO, mais rien n'empêche de jouer déjà la carte de l'anticipation. Voilà, on parle toujours d'économie. On en vient maintenant à la situation au ministère de l'économie et des finances. Avec cette circulaire qui circule depuis plusieurs jours maintenant sur les réseaux sociaux, elle serait l'œuvre du SINAFI qui appellerait tous les agents des finances de tous les services à arrêter le travail. Le débat sur le fonds commun reprend de plus belle. Une loi a été votée, le plafonnant. Conséquence, les travailleurs affirment que les salaires seront ponctionnés pour des prêts qu'ils avaient contractés sur le fonds commun, ce qui serait une situation désastreuse si cela s'avérait. Eh bien, le gouvernement répond que non. Il dit qu'il a donné des instructions pour que les salaires de ces agents ne soient pas touchés. On écoute Rémi Fugen-Dangino qui réagissait au thème du Conseil des ministres de ce mercredi. J'ai comme vu lui le communiqué, je ne crois pas qu'il ait été signé par un syndicat. Ce qu'il faut rappeler, c'est que nous sommes dans un process de discussion avec les syndicats. Même si ça peut paraître parfois long, le gouvernement discute. En ce qui concerne le Minefid, vous savez bien qu'il y a eu, avec la conférence sur les conditions de rémunération des agents publics de l'État, des décisions qui ont été prises. Et le gouvernement a pris l'engagement pour que ces décisions-là soient mises en œuvre pour compter du 1er janvier 2019. Donc un travail est en train d'être fait. Ça n'empêche pas que tout ce qui avait été pris en charge par le gouvernement jusqu'au 31 décembre 2018 doit être honoré par le gouvernement. Mais tout engagement pris par l'État doit être respecté pour que, si même on doit faire des supposés rappels, ça se fasse au plus tard jusqu'au 31 décembre 2018. Après, il y a une nouvelle donne qui est en œuvre, et ça, c'est la conférence qui l'a actée en ce terme-là. Donc je pense que quand vous suivez le communiqué, il faut rappeler que nous avons demandé, en ce qui concerne le fonds commun, qu'il n'y ait aucune ponction, quel que ce soit sur les salaires, pendant un semestre, pour permettre à la discussion de se mettre en place. Donc je voudrais rassurer les agents du Minefid qu'il n'y aura aucune banque qui va bloquer des salaires ou quoi que ce soit. C'est un engagement qui a été pris par les acteurs. Le ministre Paul Kabacheva, à l'époque, a écrit aux banques pour leur demander de nous donner ce délai de 6 mois-là pour finir les discussions, trouver le moyen, effectivement, d'apporter des solutions à ceux qui avaient adossé des crédits à leur compte. Voilà, et pour en parler, nous recevons sur ce plateau notre consultant fiscaliste Tidiane Kaboré. Tidiane Kaboré, bonsoir. Bonsoir. Alors, on vient d'écouter le porte-parole du gouvernement, le ministre de la Communication. Nous allons d'abord planter le décor sur cette circulaire. Est-ce qu'elle émane réellement du SINAFI? Il faut dire que le SINAFI n'a pas non plus démenti être à l'origine de cette circulaire. Qu'est-ce qui se passe au juste? Alors, merci pour l'invitation renouvelée. Moi, je vais abonder en fait dans le même sens que le porte-parole du gouvernement en disant qu'il n'en est rien. Lorsque les syndicats se prononcent sur une question,
je pense que c'est signé généralement par le secrétaire général du syndicat en question. La circulaire dont vous faites mention, c'est une circulaire effectivement que nous avons tous vue sur les réseaux sociaux, mais elle n'était pas signée en fait du secrétaire général en fait du syndicat national des agents des finances. Donc pour moi, c'est juste un document qui n'a pas de valeur juridique. Oui, il n'a pas de valeur juridique, mais on y voit que c'est le SINAFI qui donnait des mots d'ordre pour lever toutes sortes d'équivoques. Pourquoi le SINAFI n'a pas fait un communiqué pour démentir? C'est la question qu'on se pose aujourd'hui. Pourquoi rester dans le flou? Alors, je pense que à quoi sert de faire un communiqué pour démentir sur un document dont vous n'êtes pas signataire? C'est la question que je voudrais vous retourner. Quand vous attribuez en fait la paternité en fait de ce document à un syndicat qui n'est pas signataire, et vous demandez au même syndicat en fait de faire un communiqué pour démentir. Justement parce qu'il n'est pas signataire. Non, mais... Voilà, on ne va pas polémiquer là-dessus pendant longtemps. Mais est-ce que sur le terrain, dans les différents services, il y a eu beaucoup de services qui ont été cités, la direction générale du budget, la direction générale du contrôle des marchés, la direction générale de la coopération. Est-ce que dans tous ces services, vous avez senti quand même que les agents ont essayé d'écouter cette circulaire, de mettre en pratique cette circulaire? Alors, il faut dire que cette circulaire, en fait, ne date pas. Je crois qu'il y a une semaine de cela que la circulaire, en fait, a fait surface, en fait, sur les réseaux sociaux. Donc, je crois qu'il est déjà prématuré, en fait, de faire des observations quant au respect de cette circulaire, en fait, non signée, qui sera attribuée, en fait, au SINAFI. Alors, venons-en maintenant au fond du problème, c'est-à-dire les salaires qui devaient être ponctionnés en ce qui concerne les prêts que des agents des finances auraient contractés sur le fonds commun. Dans cette circulaire, le SINAFI, qui n'a pas démenti, dit que à la fin de ce mois de mars, les salaires allaient être ponctionnés. La réaction du gouvernement, c'est qu'il n'en est pas question parce que le gouvernement aurait donné des instructions aux établissements bancaires. Qui dit la vérité? Alors, je crois que nous avons observé en fait le même communiqué en fait du porte-parole du gouvernement qui disait qu'il y a eu un communiqué en fait invitant les banques à ne pas ponctuer en fait sur les salaires. Et du même coup, vous avez pu observer qu'un de vos confrères du journal en ligne, Ouaga.bf, je crois, qui avait publié en fait une extenso et communiqué du ministre de l'économie et des finances qui demandait en fait aux banques de ne pas dépasser en fait la quotité cessible. Ok? Donc, c'est-à-dire non, ça dit pas plus du tiers. Pas plus du tiers, je crois, dans le communiqué, il avait conclu en disant que les banques, parce que cette lettre était adressée en fait à l'APBF, l'association professionnelle en fait des banques, voilà justement, et les invitant justement à ne pas troubler l'ordre en fait au sein de l'administration financière. Donc, vous voyez qu'en l'espace d'une semaine, on a en fait deux positions contradictoires. Le porte-parole du gouvernement, en fait, qui dit que le gouvernement, en fait, a laissé entrevoir justement, comment on appelle ça, des actions visant, en fait, à ne pas ponctuer, en fait, sur les salaires durant 6 mois. Et là, c'était un communiqué. Et moi, personnellement, je suis un peu surpris parce que la loi a été votée depuis le 18 décembre 2018, ok? Même si c'est à partir du 1er janvier 2019 que justement, ces mesures-là devraient rentrer en vigueur. On a l'article 92, 93, 94 de la loi des finances, effectivement. L'article 94, plus précisément, de la loi des finances, qui disait tout simplement que l'Assemblée autorisait le gouvernement à prendre des mesures d'accompagnement pour justement gérer en fait les conséquences qui pourraient justement en découler des articles 92 et 93. Donc, naturellement, ce n'est pas des communiqués qui doivent gérer ce genre de situation, mais plutôt des rencontres techniques. Parce que là, le problème est purement technique. Ce sont des rencontres techniques, mais on ne peut pas adresser juste un communiqué à l'APBF pour dire non, voilà, il ne faut pas faire ça, il ne faut pas faire cela. Parce que les banques aussi
Ce sont des entreprises privées qui ont pour vocation en fait de réaliser des bénéfices. Est-ce qu'il y a un risque pour les agents des finances de voir leur salaire ponctionner à la fin de ce mois? Non, sur ce point, je pense que dans le communiqué en fait, du ministre de l'économie et des finances, il faisait allusion en fait à quelques banques. Hein, si vous le voyez un peu sur la page de votre confrère, ça veut dire que dans le communiqué, le ministre de l'économie et des finances, s'adressant à l'APBF, disait que non, qu'il s'agirait en fait de quelques banques qui avaient justement interpellé en fait des agents pour les faire savoir qu'effectivement les salaires en fait seraient saisis sur justement d'éventuels prêts fonds communs qui n'auraient pas été, qui ne seraient pas honorés, voilà justement d'ici fin mars. Mais on ne peut pas avoir la certitude tant que la période en fait n'est pas échue et que le constat n'est pas effectif, on ne peut pas dire que voilà justement c'est fait. On attend donc la fin du mois de mars pour le constater. Mais cette ambiance-là, est-ce qu'elle permet aux agents des finances de travailler dans la quiétude? Depuis que cette loi de plafonnement a été prise, quelle est la situation sur le terrain au niveau des finances, au niveau du trésor, au niveau des impôts? Comment est-ce que les agents se sentent? Comment est-ce qu'ils travaillent? Alors, je ne vais pas passer par deux chemins pour vous dire que l'ambiance est délétère. Un de vos confrères, d'ailleurs, l'économiste, le disait en fait dans une de ses pages qu'on sent une sorte de grève latente au sein du ministère de l'économie et des finances, plus précisément dans les régies des recettes. Voilà, donc un de vos confrères me disait que dans le circuit, il a fait son dossier de mutation. Même rien que pour la programmation, pour aller évaluer, on le fait tourner en rond. Alors, certains vous diront qu'ils sont allés pour payer les impôts. Moi-même qui vous parle, je suis allé pour payer ma taxe de résidence. C'est la 4e fois que j'ai pu payer. Mais bon, je crois que en fait, les agents sont de bonne foi quand ils me disent qu'il n'y a pas les réseaux. Moi, je suis allé payer ma taxe de résidence parce que tout simplement, je suis à la tête d'une association qui promet justement le civisme fiscal. Donc, il n'y a pas de raison que je ne puisse pas être à jour en fait de mes cotisations en tant que leader d'association qui prône le civisme fiscal. Je crois que je suis allé, je crois que c'est la 4e fois que, bon, voilà, qui était la bonne, et on m'a dit qu'il y a pas... Mais je crois qu'ils étaient de bonne foi. Le problème des réseaux, voilà, justement, les agents de mauvaise foi. Mais j'ai moi-même rencontré plusieurs usagers qui étaient allés payer leurs impôts et qui se plaignaient qu'il n'y a pas, ça ne date pas d'aujourd'hui, hein, qu'il n'y a jamais de réseau et ils n'arrivent pas à payer leurs taxes, à payer leurs impôts. Mais c'est un problème qui date de très longtemps quand même. Oui, c'est un problème qui date de très longtemps. Maintenant, comme ça coïncide avec une situation, effectivement, qui est un peu délétère, bon, dont les gens l'attribuent effectivement un peu... Mais je pense Quel pourrait être l'impact de cette ambiance-là sur l'économie burkinabé à court, à moyen, à long terme, rapidement? Alors, je voudrais en fait revenir sur quelque chose qu'on avait déjà discuté sur ce plateau. Au temps fort de la grève, au niveau des minifides, je sais qu'on avait eu un plateau où j'avais dit qu'il faut que les gens prennent à bras le corps cette question qui est quand même très sensible. On ne dit pas qu'il faut donner raison à ceux qui luttent pour des meilleures conditions, on ne dit pas qu'il faut donner raison aussi à l'État, mais c'est une question qui mérite en fait d'être dépassionnée. On a l'impression qu'on a laissé un peu, voilà justement, ceux qui sont sur Facebook donner leur point de vue, à tel point qu'aujourd'hui, en fait, le problème dépasse en fait l'aspect purement technique. Aujourd'hui, on vous dit que le plafonnement est fait à 25% sur des pénalités. Aujourd'hui, est-ce que pendant que nous voulons en fait qu'il y ait plus de civisme fiscal, est-ce qu'il faut rémunérer en fait les gens sur l'incivisme fiscal? C'est une question qu'on pourrait en fait se poser. Voilà. Et nous allons revenir un peu plus en détail dans les secteurs techniques de toutes ces décisions. Aujourd'hui, la question qu'on pourrait se poser aussi, c'est il y a eu beaucoup de mouvements au niveau du ministère de l'économie et des finances. Ce qui a peut-être coûté le poste à Adisatou Rosine Koulibaly, l'ex-ministre de l'économie et des finances. Il y a un nouveau ministre dans ce secteur, mais les choses ne s'arrangent pas. Est-ce que les agents des finances ne sont-ils pas en train de prendre en otage l'économie burkinabé et l'État burkinabé? Dernière question. Non, je ne crois pas que c'est une prise d'otage. Parce que vous savez que dans tous les compartiments, quand aujourd'hui au niveau de la santé, il y a grève, vous allez voir les mêmes qui crient que non, voilà, on est en train de prendre en fait en otage en fait les malades. Le SINCHA, par exemple, a eu à faire des grèves sans service minimum. Caisse vide. Il y a eu l'enseignement tout récemment. Nous avons nos enfants qui sont dans l'enseignement.
Mais en aucun cas, on a crié que les anciens étaient en train... On a plutôt dit qu'il fallait trouver une solution au problème des anciens. Mais personne n'a crié quand même les enfants revenaient à la maison, bon, sans être évalués. Mais personne n'a crié que les anciens avaient pris en otage, en fait. Voilà, justement, le système éducatif. On a souhaité qu'il y ait, en fait, un dialogue qui puisse, en fait, faire avancer les choses. C'est comme je le dis. Sur ce point, je pense qu'il faut, effectivement, trouver, en fait, une solution technique au lieu d'être en fait dans un débat très passionné et émotionnel. Voilà. Merci Tidiane Kaboré d'être venu sur ce plateau pour nous parler de cette circulaire qui n'a visiblement pas de père et d'auteur. Merci d'être venu et à une prochaine fois pour nous parler de fiscalité. Non, pas de problème. Merci. Quand les syndicalistes du secteur des finances défendent les travailleurs, la Ligue des consommateurs du Burkina, elle aussi, défend les intérêts des consommateurs burkinabés. Pour la Ligue, trop de situations anormales tendant à brimer les consommateurs. Compagnie de téléphonie mobile, ARCEP, gouvernement, Sonabel sont pointés du doigt. Elle s'est exprimée à l'occasion de la 34e journée mondiale des droits des consommateurs. Rémi Lambert-Nébier. Plus de 23 milliards de produits connectés, c'est-à-dire tout ce qui est objet électronique et assimilé, circulent sur la planète Terre. Ils sont devenus des produits de grande consommation et si les organisations de défense des droits des consommateurs décident de poser le regard sur la problématique de leur consommation en cette 34e journée mondiale des droits des consommateurs, c'est parce que leur fiabilité est douteuse. Dans le contexte précis du Burkina Faso, la Ligue des consommateurs interpelle en ce 15 mars pour la énième fois les téléphonies mobiles au respect des droits des consommateurs burkinabés. C'est alors le lieu pour la Ligue des consommateurs du Burkina de dénoncer une fois de plus et sans réserve les pratiques peu orthodoxes et mafieuses des compagnies de téléphonie et le silence coupable de l'ARCEP. Un comportement qui ressemble fort bien à une arnaque du consommateur avec la bénédiction de l'ARCEP et du gouvernement. La Sonabel et l'ONIA sont également désignés par la Ligue des consommateurs du Burkina comme des prestataires qui ne respectent pas leurs obligations envers les consommateurs burkinabés. Faisant le constat de la recrudescence des coupures, elle exige la suspension des pénalités. La situation de monopole faite à ces sociétés ne doit pas servir d'alibi pour forcer les consommateurs à payer des pénalités de retard. Il faut à ce titre suspendre purement et simplement les redevances, la pénalité de retard et les primes fixes. La Ligue des consommateurs du Burkina ne pouvait choisir autre jour que ce 15 mars pour alerter les consommateurs burkinabés sur les tentatives de déverser sur leur marché environ 18 000 tonnes de riz de mauvaise qualité en provenance du Niamey, ex-Birmanie. Face à cette situation, la LCB a saisi le 28 janvier 2019 le ministre en charge du commerce afin de porter à sa connaissance cette information et solliciter la prise de mesures urgentes pour éviter que ce riz ne parvienne à franchir nos frontières. Paradoxalement, le même jour, nous avons été ampliataires d'un courrier adressé au ministre par la société importatrice de riz incriminée, tendant à prouver et à remettre en cause les informations que nous détenions. Fort heureusement, le ministre en charge du commerce a fait un communiqué pour rappeler à tout importateur la nécessité de respecter les textes en vigueur. Malheureusement, jusqu'à nos jours, nous n'avons pas reçu de suite à notre courrier pendant que le bateau continue de flotter au large de l'Afrique de l'Ouest. Le droit à l'information fait partie des 4 droits fondamentaux du consommateur et à ce propos, la Ligue des consommateurs du Burkina dénonce le silence du ministère en charge du commerce sur l'interception ces derniers jours de 5 000 tonnes de riz de qualité douteuse en provenance de la Côte d'Ivoire. Voilà, et pour terminer sur cette info, nous recevons sur ce plateau Paul Sondo, l'auteur de ce livre « À l'aube du sort sacré », un livre qui a été dédicacé au cours de la semaine. Nous suivons la cérémonie des dédicaces et puis on revient pour parler de ce beau livre. Ce regard profond et presque apaisé de l'auteur contraste avec celui qu'on retrouve sur la page de couverture du livre,
qui, lui, semble interroger l'avenir. De quoi sera fait demain? Et c'est ce qu'incarne le titre évocateur du livre de Paul Sandeau. L'aube du sort sacré, c'est l'histoire d'un adolescent qui perd sa mère à l'âge de 14 ans, alors qu'il est l'aîné d'une famille de 6 enfants. L'école, l'aventure en Côte d'Ivoire, le retour et la recherche du premier emploi. Tout au long de cette moitié de vie racontée, Dosson, le personnage principal, sera confronté à une constance, la souffrance. Et pour lui, la meilleure façon, c'était de supporter et d'endurer cette souffrance. Mais au finish, il s'est rendu compte que la souffrance le côtoyait dans la vie, mais à tout moment, il essayait également de rendre cette souffrance-là, en tout cas, à un salut. Réussir en acceptant et en dominant la souffrance, c'est le thème central de ce livre autobiographique de Paul Sandeau, qui s'adresse à la jeunesse avec ce message en toile de fond: rien n'est ni gagné, ni perdu d'avance. Le message que je fais passer, c'est surtout faire comprendre aux jeunes de ne pas baisser les bras et de ne pas croire que tout est scellé. Et de ne pas croire que c'est parce qu'on est d'une famille, qu'on est ici d'une famille très riche qu'on doit être riche, ou qu'on est ici d'une famille pauvre qu'on doit demeurer pauvre. Non, dans les deux sens, c'est un comportement. Voilà. Une fois que vous êtes dans une famille de riches et que vous vous comportez à quelqu'un qui ne peut pas pérenniser, vous êtes obligé de rejoindre la famille des pauvres. Et si vous êtes également dans la famille des pauvres, que vous vous battez pour vous en sortir, vous allez rejoindre la famille des riches. L'aube du sort sacré est un livre de 144 pages. Il a été dédicacé à présence de plusieurs amis, parents et invités, dont l'ancien ministre de la Culture, Philippe Sawadogo, parrain de la cérémonie. Son auteur, Paul Sandeau, est un haut fonctionnaire de la police à la retraite. Il a été notamment directeur général de la police nationale. Voilà, et Paul Sandeau est avec nous ce soir sur ce plateau. Paul Sandeau, bonsoir. Bonsoir. C'est un livre de 144 pages qui est apparu aux éditions Apolla. C'est ça. C'est un livre autobiographique, on le disait tout à l'heure, qui raconte votre enfance, votre adolescence. C'est un livre extraordinaire à lire et vous revenez sur plusieurs aspects de votre vie, de votre enfance. Je me rappelle de cette partie où vous dites qu'à 6 ans déjà, vous avez fait les frais d'une accusation qui était fausse de la part de l'épouse de votre oncle. Expliquez un peu comment ça s'est passé. Merci bien. Je crois que le livre tel que vous venez de me le décrire et lorsque nous venons de parcourir l'aube du sort sacré, si vous remarquez, il y a quand même 3 étapes. L'aube qui est le début, le sort qui peut être considéré comme des difficultés, mais le sacré qui est que constituer des solutions. Vous voyez? Alors, c'est simplement, pour le cas spécifique que vous venez de me dire, c'est quoi? C'est déjà à l'âge de 6 ans, bon, on commence à vivre de façon consciente ou inconsciente des situations. Vous voyez, lorsque à 6 ans, imaginez un peu un enfant rural de 6 ans, quelle taille il peut avoir. Imaginez si vous connaissez un peu le village, la taille des jarres, où on pourrait garder quelque chose en profondeur. Déjà, c'était suffisant pour dire non, ce n'est pas le petit. Parce que déjà, sa taille ne lui permet pas à moins qu'il saute et qu'il entre et qu'il sorte, ce qui n'est pas possible, dans la mesure où la personne accusatrice était en face, il était censé suivre tous ses gestes. Mais cela n'a pas pu être évoqué pour innocenter le pauvre Dosson. Maintenant, c'est à partir de cela, vous remarquerez que si vous avez parcouru le livre, ce sont des difficultés similaires qui le viennent. Voilà, justement, c'est un peu la lame de fond de ce livre. Ouais. C'est un livre qui est basé, je disais, sur votre parcours de votre enfance, votre adolescence, mais ce qui revient régulièrement, ce sont les difficultés qui se répètent auxquelles le jeune Dosson est confronté à chaque fois, et ça a commencé très tôt, à l'âge de 6 ans. Et donc, c'est le thème de la souffrance qui revient, le thème des difficultés qui revient. Et je voudrais lire quelques lignes. Vous dites, il est rare que l'on cite la souffrance comme un élément déterminant dans le développement de l'homme, alors que l'être parfait est celui qui a pu épuiser les dettes de la souffrance. Pour vous, la souffrance, c'est une dette qu'il faut payer. Et vous continuez à la page 21, vous dites « Garder son sang-froid, exécuter les peines pour des infractions que l'on n'a pas commises, procure à la personne des forces sûres de rebondissement
positif. Si cette attitude est acquise très tôt dans la vie de l'homme, il est presque sûr de remporter des victoires inattendues, des fruits de la patience et de la tolérance. Il se forge dans la culture de l'humilité, du pardon, de l'endurance et de la conviction et de la foi. C'est dire à quel point chez vous, l'endurance, la capacité d'affronter les difficultés fait partie de la vie de l'homme. Absolument. Alors justement, c'est lorsque on veut voir la vie contraire à cette description qui pose problème. C'est-à-dire, lorsqu'on pense que quelque part, il n'y a que des facilités, il n'y a pas de problème, bon, et quand on y arrive, on est surpris, on ne lie pas totalement la souffrance à la vie. Alors que la vie, on ne peut pas dire vie-souffrance, mais quand on dit vie, il faut lire la souffrance. Et justement, alors c'est très facile effectivement de le décrire, mais lorsque vous voyez quelqu'un qui prend la souffrance comme partie intégrante de la vie, mais elle considère la souffrance comme passagère. Elle essaie de positiver, elle essaie même de la rentabiliser. Vous voyez? Et tout ce qui s'acquiert après la souffrance est très doux à savourer. Et vous savez, vous vous rendez compte, même si quelqu'un vient vous tendre un billet de 10 000 francs tout de suite, et vous sortez, vous vous battez pour avoir 10 000 francs, c'est vrai que c'est le même billet, mais on a l'impression que ça n'a pas le même poids. Voilà, ce que vous recevez gratuitement, vous le dépensez aussi facilement. Alors chez vous, cette souffrance, elle a commencé très tôt. Vous avez été orphelin très jeune déjà, à l'âge de 14 ans, 16 ans, je crois. Vous avez perdu votre maman qui a été mordue par un serpent, mais ce n'est pas le venin qui l'a tuée. Elle est morte de tétanos parce que la pierre noire et tout ça. Et à partir de ce moment, l'aîné de 6 frères que vous êtes a senti sur ses épaules le poids de pouvoir réussir forcément, quelle que soit la souffrance, quelle que soit la difficulté. Et tout au long de ce parcours, vous avez enjambé, essayé de surmonter ces difficultés-là pour avancer. Absolument. C'est-à-dire, à un moment donné, il vaut mieux ne pas regarder ni à gauche, ni à droite, mais c'est dire qu'on est le seul sauveur. Qu'on soi-même est son sauveur. Et qu'on est condamné à réussir. Et qu'on est condamné, on n'a pas le choix. Il ne faut pas donner une autre alternative. Et à telle enseigne que, puisque on se donne un peu cette possibilité, ou du moins cet élan de réussir, il n'y a que vous seul qui menez certaines actions que vous seul comprenez. Les autres ne comprennent pas, ils vont dire, mais ce monsieur, qu'est-ce qu'il a de faire ceci? Mais vous savez que vous êtes obligé de passer par cette voie parce que vous avez un défi à lever. Parce que lorsque vous perdez, et vous avez remarqué, lorsque moi, j'ai perdu d'abord ma maman, je ne l'ai pas su. Ma maman, elle est décédée un mois de décembre, immédiatement après les récoltes. Et moi, j'étais déjà à l'internat. Et ce n'est que vers le mois de janvier que j'ai appris que j'ai perdu ma maman. Et donc, le prêtre en question, qui était mon père pratiquement, parce que c'est lui qui m'a mis les premiers pas et tout, a envoyé la correspondance et que je me suis rendu, voilà, je suis parti, c'est encore lui qui m'a guidé, qui m'a... Alors, dès lors que j'ai vu mon papa sous l'arbre qui était là, qui me regardait, et puis bon, on ne changeait pas, et je me suis dit qu'à partir de cet instant, j'étais devenu adulte. Alors, donc, pour moi, l'âge adulte a commencé à partir du moment où je n'ai pas d'aîné. Et quand je regarde mes petits frères qui sont assis, qui peut-être ne savent même pas qu'ils ont perdu leur maman, et qui aujourd'hui sont laissés à eux, et il faut qu'ils... Vraiment, on ne sait pas où aller, quoi. La responsabilité avait déjà commencé. Oui, la responsabilité avait déjà commencé. Et moi, j'avais déjà eu cette chance de quitter le village, de parcourir, de traverser Ouagadougou, d'aller dans des villages, d'aller frotter avec l'autre camarade. Et j'ai senti que j'avais des potentialités. Oui, et ensuite, voilà. Il fallait réussir à l'école. Voilà, vous êtes parti en Côte d'Ivoire quand vous avez été exclu de l'école. Trouver un peu d'argent, revenir, payer l'école et continuer. Et aujourd'hui, on peut considérer que vous êtes un homme accompli. Vous êtes allé jusqu'au bout. Vous avez été directeur général de la police nationale. Ce n'est pas rien quand même dans ce pays. Qu'est-ce que vous pouvez donner comme conseil à la jeunesse? Aujourd'hui, on a l'impression que cette jeunesse-là veut tout avoir, tout et maintenant, sans passer forcément par des moments de sacrifice. Et nous allons terminer là-dessus. Qu'est-ce que vous pouvez dire à cette jeunesse-là? C'est véritablement là le dommage, ce que vous êtes en train de dire. C'est même à cause de ce souci qui m'a amené à concrétiser cet écrit. Parce qu'à chaque fois que je rencontre la plupart des jeunes,
rapidement, ils se jettent un peu à la requête. Je demande, je veux construire ci. Bon, et je leur dis chaque fois, c'est vrai, dans le monde, on ne peut pas se passer de la communauté, on ne peut pas se passer de la société, on ne peut pas se passer des frères et des amis. Mais sachez que tout ce beau monde-là ne constitue qu'une échelle pour vous, mais pas des escaliers. L'escalier, c'est vous qui devez le construire. Parce que l'échelle est précaire. Vous voyez, quelqu'un peut vous aider pour accéder à un niveau. Demain, quelqu'un d'autre peut vous aider. Mais à un moment donné, cette liste de personnes peut s'arrêter. Et donc, du coup, il ne faut pas avoir... et c'est ce que j'ai dit souvent, peut-être dans l'écrit, ce n'est pas ressorti. Souvent, les personnes qui m'ont rendu la vie difficile à l'enfance, et souvent, quand je le vais, il y en a qui sont toujours là et tout. Et quand je vais vers eux, beaucoup me demandent, mais est-ce que tu sais ce que telle personne te faisait quand tu étais tout petit? J'ai dit, je le sais. Et pourquoi tu te comportes comme ça avec lui? J'ai dit non, parce que c'est lui, il m'a fait souffrir, c'est ça qui m'a donné l'élan. Imagine un peu si j'avais tout. C'était pas évident. Peut-être que si j'étais aussi, j'avais eu tout facilement, et j'avais tout ce que je voulais, on me répondait, toutes les questions données de lui. Peut-être que je n'allais pas être là où je suis. Tout à fait. Donc, voilà. C'était donc un défi pour vous. Oui, c'est un défi. Réussite. Oui, et en plus, je n'en veux à personne, parce que chacun a joué son rôle dans ma vie. Voilà, c'est un livre de 144 pages, L'aube du sort sacré. C'est un livre très intéressant. Je ne l'ai pas couru, je n'ai pas encore fini, mais peut-être que ce soir, je vais le finir. C'est très intéressant, beaucoup d'anecdotes. On parle d'un billet de 100 francs. C'est dire l'époque où les choses se sont passées. Vous aviez 6 ans, vous vous en souvenez aujourd'hui, c'est dire à quel point cela vous a marqué. Voilà, 144 pages, il coûte 5 000 francs CFA aux éditions Apolla. Merci Paul Sondo d'être venu sur ce plateau. Alors, merci à vous. Oui. Voilà, je vous rejoins pour BF1. Merci. Et voilà, merci beaucoup pour le temps. Voilà. Merci beaucoup. Voilà, merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cette édition. Rendez-vous demain à 19h30 pour le journal. Merci de votre fidélité.